Les perspectives de croissance en Afrique de l'Ouest sont peu affectées par les conséquences économiques du conflit en Ukraine. Malgré l'inflation alimentaire et énergétique, de nombreux pays de la zone pourraient tirer parti de l'évolution favorable des prix des matières premières. Notre invité est King Dodro. Vous le connaissez, il est consultant et expert en structuration économique et financière. Afrique de l'Ouest, cause de l'inflation, guerre ou sanctions. King Dodro, bonjour, vous allez bien? Bonjour cher ami, Dieu veille toujours sur King, merci beaucoup. Toujours. Très heureux de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. La question est posée, cause de l'inflation en Afrique de l'Ouest, guerre ou sanctions. On va prendre d'abord la guerre. Je ne réponds pas directement à la question parce que il nous faut retourner faire l'état des lieux de comment est-ce que notre marché ou nos marchés sur le plan régional sont animés. Est-ce que nous maîtrisons les règles de fonctionnement de nos marchés en matière de politique de prix des produits qui circulent dans nos marchés? Question. Quels sont les instruments que nous avons mis en place dans nos États de l'Afrique de l'Ouest pour la gestion, le contrôle et suivi des produits, leurs prix, et ainsi de suite sur le marché? Est-ce que nous sommes propriétaires ou producteurs des produits que nous consommons? À ces questions, des réponses vont nous glacer. Les réponses à ces questions, plutôt qui vont justifier la cherté de la vie en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas une question de guerre, ni de crise ou de sanctions. C'est un sujet structurel. Et la cause de l'inflation dans nos pays de l'Afrique de l'Ouest est strictement structurelle. Ce ne sont pas des événements tels que vous l'avez mentionné dans votre question qui en sont la cause de l'inflation dans notre région de l'Afrique de l'Ouest. Donc la cause est structurelle. Qu'est-ce qu'on met dans structurel, King Dodro? Qui fixe le prix des produits qui circulent sur nos marchés? Première question. Je commence d'abord par la première activité économique. Nos cultivateurs, ils produisent tout ce que nous avons comme aliments, produits vivriers, produits de rente, produits vivriers pour notre consommation. Qui est-ce qui fixe les prix? Et quelle est la mesure de ces prix? Même quand nous produisons des produits de rente destinés à l'export, par exemple le coton, le lait à autres, le prix il est fixé où? Il n'est même pas fixé par nos États de l'Afrique de l'Ouest, c'est fixé par la Bourse de Londres. Du moment où, dans nos États, on n'a pas mis en place des instruments de fixation de prix et des instruments de suivi, contrôle et évaluation permanente du marché en termes de respect de ces règles, les citoyens s'adonnent à de la spéculation. Quand le producteur de bananes est fini de produire la banane, il regarde à gauche à droite, il n'y a pas un contrôleur, il fixe le prix qu'il veut. Et ça devient un débat entre l'acheteur et le vendeur, et c'est le vendeur qui l'emporte. Parce que le vendeur veut faire des affaires, l'acheteur veut faire des affaires. Il achète, et quand il va l'acheter, il va mettre sa marge dessus après avoir calculé son coût de revient. Si on avait
fixer l'État dans son rôle régalien qui consiste à définir des règles de fixation de prix et fixer les prix de chaque produit que nous consommons ou de chaque bien que nous produisons ou service, vous pensez que quand l'acheteur ira vers le vendeur, il y aura des discussions? L'exemple, il est simple. Rentrez dans un supermarché, les produits sont étiquetés avec leur prix. Est-ce que vous discutez avec le monsieur du supermarché? Non. Parce que les prix sont fixés. Les prix sont fixés. Donc, il n'y a plus de discussion. Les prix sont fixés sur la base de l'article ou sur la base du poids. Parce que dans le supermarché, quand vous rentrez dans le rayon de la charcuterie, vous allez acheter tout ce que vous voulez payer là-bas, vous le payez. Le prix est défini en avant. Vous ne discutez pas. Imaginez un instant que ce modèle est généralisé dans nos États. Les prix, la fixation de prix revient au rôle de nos États en fait, à la responsabilité de nos États. C'est à eux de fixer les prix. Mais pour fixer les prix, il faudrait qu'il y ait des études sectorielles qui définissent le coût de production de chaque type d'aliment. Qu'on arrive à partir de ces études sectorielles à définir le coût de production, par exemple, d'une tonne de bananes, d'une tonne d'ananas. Et c'est à partir de là que le régulateur du marché aura des éléments, des outils pour fixer le prix, garantissant la marge pour le producteur, garantissant également la marge pour garantissant un prix équitable qui répond à la bourse, au pouvoir d'achat de la population dans nos différents États de l'Afrique de l'Ouest. Mais quand ces éléments sont quasi inexistants, il y a de la spéculation. Le prix est fixé au gré et au bon vouloir du producteur ou de l'importateur. C'est ça, d'abord, le premier élément qui justifie la cherté de la vie. Il suffit seulement que vous rentrez et que vous fassiez un tour d'un supermarché à un autre. Vous allez voir les prix qui sont pratiqués. Vous rentrez dans un commerce distant d'un autre de 200 mètres, vous allez voir la différence de prix des articles étalés. Ça va des fois jusqu'à 1000 francs. Je ne veux pas toucher certains produits pour ne pas indexer les gens, mais force est de constater que quand on circule dans nos pays de l'Afrique de l'Ouest, quelle est la mesure par exemple quel est l'instrument de mesure par exemple des feuilles, des légumes par exemple sur nos marchés? Quel est l'instrument de mesure? Ça n'existe pas. Du moment où nous n'avons pas un instrument de mesure, du moment où nous manquons ce que c'est que la pratique de la métrologie dans nos marchés, il est vrai que les gens, les vendeurs ou les producteurs, ils pratiquent les prix qu'ils leur semblent intéressants, mais qui désavantagent le consommateur final qui n'est protégé nullement par quoi que ce soit. Donc, le consommateur final, il est vulnérable par le fait de l'absence des instruments mis en place, qui devaient être mis en place par nos gouvernants pour pouvoir réguler le fonctionnement du marché. J'ai parlé d'un troisième élément. Est-ce que nous avons la souveraineté économique? Est-ce que nous produisons ce que nous consommons? Du moment où nous ne produisons pas majoritairement ce que nous consommons, c'est tout à fait normal que nous subissons le diktat du producteur. Le producteur de chaussures ou de costumes que j'ai porté, il fixe le prix à l'usine quand je l'importe au Togo. Mais je paierai le prix de l'usine, plus le coût de transport, plus les droits de douane. S'il y a de cela un an, je l'ai acheté à $100 en Turquie, aujourd'hui, le producteur, il dit je le vends maintenant à $300. Est-ce que vous avez un moyen d'agir sur ce coût? Il te justifiera que son coût de production ne lui permet pas de continuer par me le vendre à $100. Parce que moi, je suis dépendant de lui, sa couture. Je suis obligé de fournir 3 fois d'efforts pour mobiliser les $300 pour l'acheter. Parce que quoi? Je ne produis pas ce que je consomme. Donc voilà les raisons qui justifient la réponse que je donnais tantôt en disant que
La cause de l'inflation dans nos économies en Afrique de l'Ouest n'est pas liée à la guerre. N'est pas liée à la guerre ni aux sanctions, mais c'est plutôt structurel. Alors, vous avez parlé de 3 éléments dans le prisme structurel. On n'arrive pas à fixer les prix. On n'a pas fait d'études sectorielles pour définir le coût de production et la souveraineté économique. J'ai bien noté donc King Dodjro. Bon résumé. Face à l'inflation, est-ce que les gouvernants réfléchissent véritablement selon vous sur ces points donnés? Face à une situation structurelle, il faut des réponses structurelles, des solutions structurelles. Toute solution conjoncturelle ne pourrait être efficace face à une solution structurelle. Ça, c'est d'abord le principe de base. Et je vous assure que si aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, on définit des instruments de gestion de nos marchés en termes d'élaboration de politiques de prix sur nos marchés, soutenus par des éléments que je viens de citer. Parce qu'on ne peut pas élaborer une politique de prix sur les produits qui circulent sur nos marchés majoritairement dans le milieu rural des produits agricoles sans avoir fait des études sectorielles pour ressortir véritablement le coût de production des produits en question qui circulent dans nos marchés. Alors, nous connaissons déjà au moins le coût d'entrée des produits importés à partir des données de nos services de douane. On peut maîtriser toujours le prix à fixer en ayant su des normes sectorielles, parce que la définition d'un coût suit toujours des normes en fait, parce que la fixation même de la marge bénéficiaire de tout produit suit toujours des normes. On peut toujours fixer des coûts pour des produits qui rentrent par nos ports, nos entrées où les douanes contrôlent. Je vais parler des produits à l'import. On peut toujours fixer et mettre en place des instruments de suivi et contrôle de ces prix sur le marché. Et c'est très important. Si nos gouvernements investissent plus de moyens à la fixation des coûts et de suivi et contrôle de ces coûts sur le marché, ils allont réduire au moins à 50% de coûts d'achat des produits à la consommation. Pourquoi? Il suffit seulement que vous rentrez dans les supermarchés, vous voyez la disparité entre les prix fixés d'un commerce à un autre. Vous allez sentir, vous allez constater, vous allez voir que la bonne dame qui vient exposer son manioc, qui ne l'a pas exposé sur la base d'un instrument de métrologie, mais que elle analyse par ses yeux et que donne le prix. Si on avait fixé des normes, si on avait mis en place des normes d'évaluation de volume qu'il faut vendre, ou des normes par exemple de pesée, pour dire si vous voulez vendre le manioc, voilà la norme, vous devez le peser. Et chaque jour, on connaît que pour vendre le manioc dans le premier trimestre de chaque année, c'est à 100 francs le kilogramme. Vous voyez, quand vous allez au marché, vous vous attendez à payer le manioc à 100 francs le kilo. Mais quand vous allez au marché, que la dame a fait ça par tas, tantôt elle fait ça par 3, tantôt elle fait ça par 4, vous voyez que ça vous triche. Ça triche l'acheteur final. On ne sait pas exactement qu'est-ce que le marché nous réserve quand on va y retourner. La bonne dame part avec 5 000 francs, qu'elle va retrouver les mêmes quantités au même coût. Elle arrive, elle tombe dans le désordre total parce que les quantités vont changer et les coûts vont se maintenir ou très élevés. Et c'est dû à qui a fixé, à qui profite cette augmentation non contrôlée des prix du produit dans nos marchés. Est-ce que ça produit dans nos États? Non, ça ne profite pas nos États. Ça profite à qui? Ça profite, c'est de l'aspect. Quand l'absence de contrôle, l'absence d'un maître de maison, ça donne à toute pratique indisciplinaire. Donc l'indiscipline profite à celui qui pratique l'indiscipline. Donc les prix que nous observons sur nos marchés sont des indisciplines, ce sont des indisciplines économiques sur nos marchés dues à l'absence de nos gouvernants en matière de la réglementation des règles de fonctionnement du marché. Le marché est réglé par des éléments comme suit: l'offre, la demande et la fixation du prix à l'offre. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand c'est celui qui fait l'offre qui est maître de fixer le prix de son offre, il y a un problème. Il y a des régularisations et il y a une victime à la fin. La victime ici, c'est le consommateur final. Parce que celui à qui nous payons nos droits, à celui à qui nous payons des impôts pour régulariser le marché, pour protéger notre niveau de vie en fonction de notre pouvoir d'achat, ne fait pas son travail. Nous subissons donc les coûts
agissements des commerçants véreux. Et nous sommes victimes en permanence parce que le père que nous avons a abandonné son rôle dans notre vie. On a encore quelques minutes, on va aller vite, King Dodjo. Même si elles ne sont pas les causes de l'inflation en Afrique de l'Ouest, la guerre et les sanctions, il faut le dire, ont de l'impact sur l'inflation, selon vous. Impact et nos causes. Ce qui a un impact sur l'inflation, ou tout ce que vous pouvez dire, c'est quand un produit arrivait à être rare sur un marché. La rareté de produits sur un marché est la cause que moi je trouve fiable. Même en temps de crise, même en temps de guerre, les populations se nourrissent toujours. Mais quand on parle de guerre, on parle de guerre où? Est-ce qu'on parle de guerre au Nigeria? Ou on parle de guerre où? On parle de guerre à 8000 km de chez nous. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Ok? Je pense qu'il y a des effets d'annonce qui profitent à des gens que peut-être on ne sait pas c'est à quel dessein. Qu'on nous fasse comprendre que notre économie va sombrer pour qu'on puisse s'endetter davantage et dépendre davantage des institutions qui financent le budget de fonctionnement de nos États. On va vous démontrer que comme il y a eu des crises en Ukraine, qu'il y a eu des crises au Mali, bon, l'économie va pas, il n'y aura pas de croissance économique, donc vous devez chercher à vous endetter auprès de nous. On prépare l'avenir pour endetter davantage nos États à partir de ces annonces. Pour moi, ce sont des effets d'annonce qui ne me font pas commenter assez dessus parce que qui est croissance ou pas croissance, la même façon de vivre d'un Malien, c'est toujours la même chose. Croissance ou pas croissance, la même façon de vivre un Ivoirien, c'est la même chose. À qui profite l'état de paix, les croissances qu'on nous annonce finalement dans nos États? C'est la question de bon sens qu'il faut se poser. Et on dit qu'il y a crise en Ukraine, qu'il y aura des croissances en Afrique. À qui cela va profiter également? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi, j'ai déjà donné mon point de vue sur les causes fondamentales de l'inflation. Il n'y a pas autre chose que je peux dire puisque ce sont des sujets structurels et nous abordons nos débats en termes d'état des lieux pour donner davantage des raisons pour interpeller nos gouvernants à aller vers une gestion de proximité de leurs citoyens et de se concentrer à réaliser leur mission régalienne. Ce sont des régulateurs, il faut qu'ils prennent au sérieux ce rôle pour réduire la difficulté des citoyens à avoir accès facilement aux articles sur les marchés à des coûts qui répondent au niveau du pouvoir d'achat de nos populations en Afrique de l'Ouest. Alors, l'économie de l'Afrique de l'Ouest, comme le reste de la planète, subiront des conséquences de cette crise actuelle de la guerre en Ukraine. Et oui, ça se fait ressentir jusqu'à quand selon vos King Dodjo? Bon, mes chers amis, dites-moi, quelle était votre vie avant la crise et quelle est votre vie après la crise et pendant la crise? Dites-le moi. Si vous arrivez à me distinguer cela, je dirais qu'il y a un effet sur vous. Mais je dis, moi je continue toujours pas à acheter. Avant même la crise, j'achetais le bol de maïs au Togo à 800 francs. Ce n'est pas la crise qui a grimpé ça là. C'est de ça qu'il s'agit. Avant la crise, l'essence, ça fluctue toujours comme ça. Et ce n'est pas la crise. Non, nous continuons notre vie de la même manière avant la crise. Donc rien n'a changé. Sauf que les gens profitent de ces situations pour pratiquer des prix déraisonnables sur nos marchés, sur les articles. Et des fois, je prends plaisir à demander à la bonne dame qui vend aujourd'hui le gari à peut-être à 1000 francs pour dire, est-ce que ça vient aussi de l'Ukraine? Est-ce que le manioc, le gari que nous consommons vient de l'Ukraine? Est-ce que ça vient de l'Ukraine? Dites-moi, parce qu'il y a crise au Mali que le manioc va coûter, le cocotier va coûter 1000 francs au Togo. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut qu'il y ait de bon sens dans l'analyse que nous faisons. Nous-mêmes, nos produits nos produits agricoles dont nous sommes propriétaires subissent aussi ces coûts, ces chertés de vie. On n'a aucune raison pour les expliquer. Et on me dit que oui, il y a la guerre en Ukraine, c'est pourquoi les produits sont chers. Alors, et pourquoi est-ce que la bonne dame
qui vit dans les villages où ces produits-là sont cultivés paye ça plus cher qu'hier, alors qu'il n'y a pas question de transport. Alors, la cherté de la vie et la rareté, peut-être du blé, font partie de l'agenda de... Je peux passer une semaine sans manger des produits dérivés du blé. De quoi parle le test? Cela manque. Il y a nos parents même, il y a nos parents, nous sommes seulement, par exemple, nous sommes à environ 30%, avoir 40% dans nos milieux urbains. Mais, et les 70% de la population africaine qui vit en milieu rural, ils ne connaissent pas le blé. Ils ne mangent pas le blé. C'est de ça que nous parlons. Quelle est l'influence du blé sur la vie des Africains de l'Afrique de l'Ouest? Quelle est l'influence du blé? Le blé entre dans notre consommation à quel pourcentage par jour? Dites-moi, monsieur Michel. Vous avez mangé du pain aujourd'hui? Non. Mais de quoi parle le test? En quoi est-ce que... Mais certains auront besoin. Mais c'est un choix qu'ils ont fait. C'est un choix qu'ils ont fait. Sinon, notre nourriture, notre alimentation ne dépend pas du blé. C'est quand vous arrivez dans les pays maghrébiens que vous voyez que leur alimentation dépend en partie du blé, parce que même quand on veut manger la viande, c'est avec du pain. Quand on veut manger ceci, c'est avec du pain. Mais nous ici, non, on s'en passe. Véritablement. Mais on nous dit que c'est ce qui a justifié le déplacement du président en exercice de l'Union africaine. C'est un plaisir. Si ça peut faire plaisir à des gens de perpétuer la mendicité sur le continent, si ça peut faire plaisir aux gens de démontrer combien de fois il n'y a pas de bon sens qui accompagne nos actions, qu'on ne sait pas définir exactement nos besoins réels. Est-ce qu'aujourd'hui, les Sénégalais, c'est du blé, ils ont besoin de la Russie, ou c'est de l'accès facile au financement de leurs activités pour booster l'économie locale? C'est ça la question de bon sens qu'il faut se poser. Est-ce que c'est de ça que les agriculteurs sénégalais ont besoin? Les agriculteurs sénégalais ont besoin plus de moyens pour pouvoir acheter des tracteurs, des semences améliorées, pour booster leur culture, leur culture d'arachide et autres. À la base plutôt. Les Sénégalais ont besoin plus de moyens pour acheter des pirogues, pour pouvoir faire plus de pêche, parce que c'est un pays qui fait de la pêche. Les Sénégalais ont besoin plus de moyens pour produire plus de sel. C'est de ça qu'ils ont besoin. Est-ce qu'ils ont besoin de ça? Est-ce que c'est au nom et pour le compte des Sénégalais que leur président allait en Russie pour aller négocier le blé? C'est la question. Le compte de l'Union africaine. En tout cas, il n'est pas allé en tant que président du Sénégal. Moi, je ne consomme pas du blé, donc il n'est pas allé pour moi en tout cas. Même vos enfants? Et j'ai dit, il n'est pas allé pour moi et mes enfants en tout cas. Nous, on ne se reconnaît pas dans sa mission sur la Russie. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau, King Dodjro. Plaisir partagé. Avec vous, on a parlé de l'Afrique de l'Ouest, cause de l'inflation. C'est la guerre ou les sanctions, et donc selon vous... C'est structurel. C'est structurel. Allez, on marque la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités, Germain Pouli, Pasteur Edo Komi et Adam Adjorno pour Regard Croisé.